Bienvenue dans le cadre de votre espace La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement face à Raoul reçoit ce jour un invité assez spécial en sa qualité de Stéphane Poufari. Il est le président d'honneur, directeur général de Énergie 2050. Monsieur Poufari, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici dans le cadre de la 27e conférence des partis au changement climatique, qui est l'une des 3 conventions de Rio, dont je rappelle biodiversité, désertification et climat. Comment est-ce qu'on en arrive là, sur ces questions de changement climatique? Alors, il y a plusieurs réalités en fait, qui s'affrontent pour en arriver justement là. C'est tout d'abord des conventions anciennes, vous l'avez rappelé, les 3 conventions de Rio. Donc c'est clair, 1992, qui ont permis d'avancer sur des 3 sujets conjoints. Mais la question du changement climatique s'est exacerbée avec la réalité scientifique et la réalité des faits, qui fait qu'aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre, nos trajectoires de développement ne permettent pas d'assurer un futur durable et soutenable aux populations sur Terre par rapport à la disponibilité des ressources. Et nos émissions continuent à modifier de manière durable et beaucoup plus rapide que prévu il y a quelques années notre profil de réchauffement au niveau de la surface terrestre. Et ce qui fait qu'on se traduit ici dans une convention où l'ensemble des États parties négocient pour trouver un accord, à la fois pour la réduction des émissions à la source, à la fois pour des trajectoires nationales qui, je vous le rappelle, ont été toutes validées depuis l'accord de Paris, incluant l'ensemble des États parties et même les États dits des pays en développement. Tous les pays ont désormais des trajectoires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et aussi, bien sûr, pour accompagner sur d'autres composantes, l'adaptation et aussi les questions de résilience, de pertes et dommages et de comment on va organiser collectivement cette réponse par rapport à cette réalité climatique qui s'impose déjà à des millions de personnes. Donc on en est arrivé là. Plusieurs conventions, vous l'avez dit, plusieurs réunions. C'est la 27e. On est dans un processus plutôt nouveau depuis la COP 21, la COP de Paris, où il y a eu l'accord de Paris qui a justement modifié l'intégralité des pays désormais étant redevables de leurs engagements climatiques, avec toujours cette différence sur la base de la convention, une historique différente qui fait qu'il y a des principes partagés mais des responsabilités différentes. Ce qui veut dire, traduit, les pays dits en développement ont des réductions à faire par rapport à leur scénario tendanciel d'augmentation des émissions pour leur développement et aussi bien sûr ont un besoin d'aide extérieure, ce qu'on appelle la partie conditionnelle, alors que les États dits industrialisés qui sont responsables de ce changement climatique et de l'usage des ressources et notamment des émissions de gaz à effet de serre, eux doivent faire des réductions nettes, c'est-à-dire diminuer de manière significative leurs émissions, de manière à ce que collectivement on reste dans la fenêtre de l'objectif de l'accord de Paris des 1,5 degré à 2 degrés. Comment est-ce qu'on définit simplement le changement climatique pour un citoyen lambda? Le citoyen lambda, il va le voir par rapport à ce qui est modifié dans son cadre de vie. Il va voir, par exemple, la pluviométrie, il va voir la production agricole, il va voir des phénomènes extrêmes qui se multiplient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va toucher du doigt, qui impacte déjà la vie de millions de personnes. Par contre, d'un point de vue plus global, on va voir que tout cela en fait, est lié à la disponibilité des ressources et à la manière dont on utilise notre énergie. Mais dans la manière quotidienne, les gens vont plus le voir pour les conséquences, notamment pour ces questions de production alimentaire, de migration de population, de disponibilité de la ressource en eau, et aussi bien sûr des événements dits extrêmes. Donc on va opposer les événements dits longs, c'est-à-dire toute cette trajectoire d'augmentation progressive qui se traduit par des phénomènes de fond des glaciers, de la montée des mers, de la salinité des terres. Donc ça, c'est les phénomènes longs. Et on va avoir des phénomènes extrêmes qui vont s'additionner et qui vont venir s'ajouter aux phénomènes que nous connaissions déjà. Multiplication, par exemple, des inondations, multiplication des sécheresses. Mais il faut bien comprendre que le changement climatique, dans le quotidien des gens, en fait, il vient s'additionner à des problématiques déjà existantes.
Et si on prend l'exemple de l'Afrique, par exemple, quand on voit les conséquences au niveau des inondations, au niveau de la disponibilité de la ressource en eau, de la production alimentaire, ça s'additionne déjà à des problèmes territoriaux. Par exemple, le développement des villes est déjà vulnérable. Il est déjà avec une grande part de villes informelles, avec beaucoup de mixité de population qui n'ont pas tout à fait dans des villes planifiées avec des assainissements organisés. Et évidemment, le changement climatique exacerbe ces problématiques. Et c'est pour ça que c'est souvent complexe à percevoir, parce que dans le quotidien des gens, les gens ne perçoivent pas la même réalité. En fait, la perception va être différente au prorata de là où on est. Par exemple, dans les petits États insulaires, les États sont confrontés à la montée des eaux, aussi à la salinité des terres. Donc ça, cette montée des eaux fait qu'il y a des espaces entiers qui vont disparaître. Et on le voit déjà dans des atolls, au Tuvalu, en Micronésie ou dans d'autres endroits, on voit cette réalité. Dans d'autres, ça va être le cycle des saisons qui s'altère, le cycle de la production alimentaire, les espèces qui vont être moins adaptées et qui vont du coup être moins productrices. Donc toutes ces altérations, on les mesure, on les voit, mais la granularité de cette compréhension dépend de là où on vit. Dans nos pays, maintenant, c'est plutôt le cycle des pluies. Par exemple, on a connu des sécheresses terribles aujourd'hui en Europe. Et cette réalité fait que finalement, on expérimente ce que d'autres pays expérimentaient déjà. Voilà. Mais la réalité est de comprendre que la manière dont on utilise l'énergie, la manière dont on émet nos gaz à effet de serre, va modifier profondément et exacerber ces problématiques qui vont s'accélérer dans les prochaines années. Oui, mais si toute cette problématique est connue, depuis 27 ans, sur quoi est-ce qu'on négocie? Alors on négocie, en fait, c'est très complexe les négociations, mais c'est pourtant la base. Premier point, on a besoin de ces négociations multilatérales. Là, je fais un clin d'œil à tous les débats qu'on entend souvent de gens qui sont ici des visiteurs, des observateurs. Cet espace de multilatéralisme qui permet à tous les États d'avoir la même voix est essentiel. Pourquoi ? Parce que rien ne serait pire que de fractionner les débats et d'organiser des bilatérales. Et d'ailleurs, dans un des articles ici, on est en train de parler de confidentialité d'information, ce qui serait une nouveauté dramatique dans le cadre du climat, parce qu'il y a un cadre de transparence et il y a une redevabilité qui fait que tout ce qui se passe, à la fois dans les actions de réduction, dans les engagements, dans les actions d'adaptation, ou aussi dans le financement, voire même dans les mécanismes qui existent, la transparence est la base. Et donc cette transparence doit être maintenue, d'où l'espace des négociations est fondamental. Donc je l'ai dit, un pays, une voix, ça c'est fondamental et important. Évidemment, la voix de chaque pays n'est malheureusement pas la même, parce que quand un pays extrêmement émetteur ou extrêmement puissant économiquement prend un engagement de neutralité carbone, bien évidemment ça va impacter en termes de niveau des émissions mondiales l'ensemble de l'échiquier international. Et il est évident que des pays peu ou pas responsables, je prends l'exemple de pays africains ou de pays insulaires, Madagascar ou d'autres pays, par exemple le Tuvalu, le Togo, évidemment, quand ils prennent des engagements forts, c'est symbolique, c'est important, mais ce n'est pas eux qui sont responsables des émissions mondiales. Et donc évidemment, vous voyez bien que l'impact qui va être pris par les décisions est différent. Donc là, ici, tous les États parties négocient. Ça veut dire tous les États sur Terre, l'ensemble des États parties négocient et essayent de trouver des accords sur différents articles dans le cadre de l'accord de Paris, mais c'est les mêmes depuis finalement l'origine, depuis le début de la Convention climat. C'est d'une part comment faire que les engagements des États augmentent et répondent à la réalité scientifique. La réalité scientifique nous explique que nous ne sommes pas sur la trajectoire des 2 degrés ou des 1,5 degrés comme le demande l'accord de Paris. Donc la réalité scientifique nous appelle à augmenter l'ambition. Deuxième point, comment faire en sorte que lorsque cette ambition est prise, elle se traduise en événements concrets, en mesures concrètes. Donc là, il y a des mesures de transparence, il y a des registres, il y a une reporting, une redevabilité. Ça, c'est la première partie. Et deuxième point, on négocie aussi sur l'adaptation, qui, je le rappelle ici, dans le cadre de l'accord de Paris, est traitée séparément de l'atténuation, ce qui est quelque part peut-être un peu surprenant puisqu'il y a 2 registres, alors qu'on sait tous que l'adaptation est le complément de l'atténuation et qu'une mesure d'adaptation a des co-bénéfices en termes d'atténuation. Je prends un exemple, quand je fais une agriculture résiliente au climat, je fais aussi une capacité de stockage et de capture du carbone plus importante. Quand je fais une ville ou un bâtiment mieux adapté à la contrainte climatique et ou sobre en énergie, là aussi j'ai des co-bénéfices en termes d'atténuation. Les gens vont mieux y vivre, vont aussi avoir moins de problèmes sanitaires, de santé, mais je fais aussi des bénéfices en termes d'atténuation, puisque je réduis les besoins en rafraîchissement, je réduis les besoins en termes de matériaux à construire. Donc vous voyez bien que chaque fois il y a ce jeu, mais dans le cadre de l'accord de Paris, il y a les 2 registres. Donc l'adaptation est aussi ici négociée. Par exemple, à la COP27, on discute sur l'objectif mondial de l'adaptation. Il y a un objectif mondial de l'atténuation, je l'ai dit, 1,5 degré. Et
2 degrés dans le cadre de l'accord de Paris. Et la science nous alerte que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Mais on négocie aussi sur l'adaptation. Pourquoi ? Parce qu'il est important de la quantifier, non seulement sur la réalité climatique d'aujourd'hui, mais aussi sur ces trajectoires lentes dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'il y a des dégradations qui se mettent en place un peu partout, et les contraintes d'adaptation sont largement sous-estimées dans les textes officiels ou même dans les besoins ou les attentes de financement, alors qu'on sait par exemple que globalement, ce serait plutôt pas loin de 2000 milliards par an qui seraient nécessaires, et on parle aujourd'hui de quelques centaines de millions qui sont mobilisés. Pour l'atténuation, pareil. On parle par exemple dans le cadre du Fonds vert climat, on parle de 100 milliards qui devraient être donnés par an par les pays développés pour les pays en développement, et on en est loin, et on sait que ça ne correspond pas à la réalité des besoins des pays en développement, ne serait-ce que pour les accompagner à mettre en place des politiques ambitieuses. Donc il y a le volet atténuation, il y a le volet adaptation qui est négocié. Donc tout ça, c'est des négociations assez sévères, parce qu'évidemment il y a des désaccords, et il y a aussi le volet financement. Alors là, le financement, c'est peut-être un des points les plus sensibles. Je l'ai très légèrement abordé. Il y a plein de notions dans ce financement. Oui, nous allons revenir sur ce problème de financement un peu plus tard, mais je voudrais qu'on se concentre sur justement la notion d'accord et d'engagement. Puisque si on prend le premier cas du protocole de Kyoto, qui, plus de 20 ans après, déjà avait eu quelques engagements à la base que certains pays avaient signés et se sont rétractés beaucoup plus tard. Alors, comment comprendre qu'à travers ce protocole, déjà, il y a eu un échec et que dans la poursuite de ces négociations, on parvienne à quelque chose de durable? Alors là, on touche du doigt toute la complexité de l'écosystème des institutions internationales et notamment du système des Nations Unies. Aujourd'hui, il n'y a pas de policier supranational. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand même l'accord de Paris a la forme d'un traité qui, techniquement parlant, est juridiquement contraignant. Pourquoi ? Parce que pour être ratifié par les États, en rentrant chez eux après la prise en compte de l'accord, l'ont transcrit dans leur droit national. Donc normalement, c'est un droit opposable. Et d'ailleurs, des États commencent à faire des attaques. Il y a des parties prenantes qui ont, par exemple, la France a été condamnée. Le Tuvalu parle de lancer une procédure au tribunal international de justice parce que c'est techniquement parlant des engagements contraignants. Dans la réalité, elle est tout autre. Ça reste à la discrétion des États et normalement, ce qui est négocié ici, c'est le cadre de mise en œuvre générale. Les États, en rentrant chez eux, mettent en place ce que l'on appelle des politiques et des mesures et sont redevables. La seule redevabilité réelle, c'est la redevabilité de la transparence et du caractère moral des engagements non tenus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des États qui ne tiennent pas leurs engagements n'ont absolument aucune sanction. C'est une réalité et c'est toute la fragilité, mais ce n'est pas que simplement ici que ça se passe, c'est dans quasiment tous les États, dans tous les grands accords internationaux. Alors, deuxième chose qui est aussi importante à comprendre, si on fait référence au protocole de Kyoto, il y avait une différence par rapport à l'accord de Paris. Protocole de Kyoto, à l'époque, on était dans une tentation. Il n'y avait que certains pays qui avaient des engagements, c'était les pays développés ou industrialisés, qui devaient réduire net leurs émissions et accompagner, notamment par des mécanismes financiers et aussi de renforcement de technologie, de transfert de compétences, les pays en développement à avoir des trajectoires sobres en carbone et répondant à des critères de durabilité. En fait, l'équation était simple. Et là, c'était plutôt les États et la Convention climat qui définissaient des objectifs que se répartissaient les États, charge à eux de le mettre en œuvre. Ça n'a pas marché, vous l'avez dit, parce que plein d'États n'ont pas tenu leurs engagements. Certains groupes de pays, notamment par exemple l'Union européenne, mais pas que, ont tenu leurs engagements. Ils avaient un objectif de 8% de réduction par rapport à l'année de référence 1990. Et du coup, il y a eu cette réalité de mise en œuvre. Là, par contre, l'accord de Paris a tenté une nouvelle aventure. Et d'ailleurs, c'est à Durban qu'a commencé cette discussion de dire, bon, l'état du monde a changé, la version descendante ne marche pas, on va faire une version montante. Alors là, qu'est-ce qui a été mis en place et qui a abouti dans le cadre de l'accord de Paris ? C'est que tous les États ont pris des engagements volontaires. C'est les célèbres, à l'époque on appelait les contributions prévues déterminées au niveau national, c'était en amont de l'accord de Paris, c'est devenu depuis la ratification et la mise en opérationnalité de l'accord de Paris, des contributions déterminées au niveau national. C'est des véritablement plans d'action
qui engage les pays. Mais c'est une base volontaire, je l'ai dit. Donc ça a été co-construit normalement avec un dialogue inclusif, multiparti au niveau national, regardant la réalité aujourd'hui des émissions, les réalités de demain, et voir quelles sont les mesures pour réduire cette réalité de demain, donc diminuer. Si on fait un geste, c'était la trajectoire tendancielle pour le développement, prenons d'un pays X en Afrique, et la trajectoire alternative est ici. Et là, on voit bien qu'il y a un effort qui est fait, et cet effort, il est fait selon deux axes. L'engagement net du pays sur ses politiques régaliennes et aussi des conditionnalités vis-à-vis du soutien extérieur qu'il peut y avoir, qu'il soit bilatéral et ou international. Dans le cadre des pays dits développés, là, la trajectoire est pareille, c'est une réduction nette. Là, je vois bien, vous voyez bien, la courbe est différente. Et donc, l'idée, c'est de réduire de manière nette les émissions. Et là, c'est l'addition de ces engagements qui fait le point de mesure de la réalité où on va. Et aujourd'hui, je l'ai dit, les engagements pris par les États sont insuffisants. On est sur une trajectoire plutôt aux alentours de 3, entre 3 et 3,7 degrés. Et vous voyez bien que l'écart paraît simple, ça peut être qu'1 degré, mais la réalité sur le terrain fait qu'en plus, avec les variabilités géographiques que nous allons avoir, il va y avoir énormément de zones qui vont être impropres à la vie, ou alors dans des conditions extrêmement dures, avec une disponibilité des ressources, notamment en eau, de manière drastiquement rare. Voilà. Et donc, c'est là la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de policiers. On ne peut pas imposer. Même sur la question du financement, on ne peut pas imposer. Une fois qu'on a défini l'engagement, c'est les pays qui vont être responsables de la dotation qu'ils vont faire et de la manière dont ils vont mobiliser l'argent, que ce soit du don ou que ce soit du prêt. Et c'est là où est la complexité, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, parce que oui, vous avez raison, on connaît le débat. La science est claire depuis des décennies, et nous-mêmes, on produit de la science, Énergie 2050, on produit de la réalité. Toutes ces réalités sont connues, et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un grand écart de décision, où l'ambition n'est pas là, ou insuffisamment là, le calendrier de mise en œuvre est insuffisamment là, et sur le terrain, les conséquences réelles, mesurables dans le quotidien des gens, et notamment des pays en développement, des pays les moins avancés, des petits États insulaires, et aussi de la vie de beaucoup de pays, sont déjà là au quotidien. C'est cette schizophrénie que l'on doit ici gérer, et qui est complexe, parce qu'il n'y a pas de solution. Il faut qu'on trouve des consensus, et ça marche au consensus. Mais justement, ça marche au consensus. Le GIEC a alerté sur justement... depuis des années. Depuis des années déjà, et ça devient de plus en plus récurrent. Les pays également montent au créneau parce que les effets sont suffisamment perceptibles. L'accord de Paris n'est pas si contraignant que cela. On n'est pas parvenu à une solution assez contraignante. Mais comment est-ce que on arrive à inverser les tendances sans se terniser dans les longs débats? C'est compliqué. On est souvent dans ce qu'on appelle des points méthodologiques de négociation. Il y en a eu beaucoup ici à cette COP27, qui, techniquement parlant, souvent peuvent paraître limitants, mais néanmoins qui sont importants. C'est un cadre. Je vais prendre des exemples, on pourra en reparler, dans le cadre de tout ce qui est lié au mécanisme de carbone. Avant, on appelait ça les mécanismes de développement propre, par exemple. Aujourd'hui, on parle de l'article 6, 6.2, 6.4, 6.8, avec toute une complexité, en fait, dans le cadre des échanges et de l'organisation. Et là, on voit bien qu'à un moment donné, il est important qu'on ait tous le même langage, le même référentiel, les mêmes outils de mesure, de mobilisation, de reporting. Maintenant, comment on peut faire ? Ça, c'est toute la complexité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on mélange plusieurs choses. Il y a la réalité politique. Alors là, vous avez raison, il y a un discours. Il y a un discours qu'on a eu encore dans le segment de haut niveau à l'ouverture, où les chefs d'État prennent des engagements toujours avec beaucoup de lyrisme, avec une volonté affichée. Et puis tout de suite après, quand on rentre dans le dur de la négociation, on voit que la réalité n'est pas là. Alors comment on peut faire ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que de plus en plus, les acteurs non étatiques se mobilisent. Ils sont d'ailleurs au cœur des débats. Ce sont les 9 groupes majeurs des observateurs. Il y a les villes notamment, par exemple, qu'on entend de plus en plus prendre du poids dans les négociations, puisque par exemple en Afrique ou ailleurs, la question de l'adaptation, elle est territoriale. Et là, on voit bien que ces gens-là, il faut leur donner la capacité d'agir. Et dans beaucoup de pays, ils n'ont pas cette capacité transmise par le régalien d'avoir la mobilisation des moyens. Il faut aussi que les citoyens s'en emparent. De plus en plus, on le voit, il y a une forme de volonté réelle de modifier les choses, parce que les gens voient que ce futur n'est pas durable. Et puis après, il y a un troisième point, il faut travailler aussi à modifier l'origine du débat. Je vais vous donner un exemple. La question des énergies fossiles a été, pour la première fois, énoncée dans le texte de Glasgow.
Et techniquement parlant, les pays, quand on négocie ici, on ne parle pas des options technologiques. C'est à la discrétion des pays. Et je vais vous donner juste un chiffre. Quand on parle de la disponibilité des ressources financières, aujourd'hui, le fait qu'on utilise les énergies fossiles coûte en équivalent PIB mondial plus de 6% du PIB mondial en subventions inefficaces. Comprenons bien ce que l'on est en train de dire. Ça veut dire que les États, en subventionnant toute la chaîne d'exploration, de production, de transformation et d'utilisation, et subventions majeures, cela coûte à notre système mondial 6%. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas de financement disponible, on voit bien qu'il y a une schizophrénie réelle, puisque les énergies fossiles sont à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre qui explosent le climat partout, avec des problématiques qui vont être réelles, notamment en Afrique. Regardez tous ces nouveaux pipelines, tous ces nouveaux gazoducs, qui vont avoir des conséquences environnementales majeures, et souvent pour alimenter d'autres pays. Donc là, on voit bien que la transition énergétique fait partie des solutions. Donc, là où c'est important que vos auditeurs comprennent, les solutions dont on parle, on n'est pas en train de faire du plaidoyer. Ce sont des solutions qui ont un sens économique, un sens environnemental, un sens social et même dans la production alimentaire, un sens rationalité dans l'usage de la disponibilité des ressources et de la préservation des ressources. Donc là, on voit bien qu'on a des solutions. Donc, cette espèce de schizophrénie que l'on doit gérer dans les négociations, il n'y a pas de solution à y répondre. Il faut qu'à un moment donné, ce n'est pas simplement le bon sens, mais il faut que tous les acteurs jouent le même rôle. Et c'est clair, c'est un peu triste à dire, mais c'est très clair qu'il y a des États qui ne jouent pas le jeu. Il y a des États qui prennent des engagements tout en soutenant derrière des acteurs industriels qui continuent à avoir, par exemple, ce qu'on appelle les bombes carbone, qui veut dire qu'environ une centaine de grands groupes industriels sur Terre, rien que par leur trajectoire d'exploration, d'utilisation des ressources, notamment fossiles, sont en capacité de mettre en danger l'intégralité de l'équilibre climatique d'ici à 10 ans. Et là, on voit bien qu'il y a un véritable problème d'urgence. Il faut qu'on arrête cette espèce, je vais employer un mot très fort, de duplicité, où on sait très bien où sont les solutions et on fait tout pour ne pas les mettre en œuvre. C'est une réalité. Et qui, vous imaginez bien, pour des gens comme nous, Énergie 1050, on ne cesse de promouvoir les solutions. Ces solutions-là, je l'insiste, elles ont un sens. La transition énergétique, les énergies renouvelables en Afrique, par rapport à la disponibilité des ressources, même des notions d'innovation, pas simplement les énergies renouvelables traditionnelles. Pourquoi pas aller vers l'hydrogène vert avec le grand projet, par exemple, qui concernerait la Mauritanie, qui concernerait beaucoup de pays. Et tous ces sujets-là sont majeurs, ou aussi l'or bleu. Prenons l'or bleu, le bassin du Congo, toute cette disponibilité de ressources qui doit modifier durablement le paysage énergétique et aussi permettre non seulement enfin d'avoir un accès à une énergie durable, abordable pour la population africaine, on prend l'exemple de l'Afrique, mais aussi à avoir pas de conséquences en termes de mobilisation, d'altération de la biodiversité pour d'autres besoins. Oui, n'avez-vous pas le sentiment qu'au long de toutes ces négociations, avec toutes ces terminologies qui arrivent, on est passé de l'adaptation à aujourd'hui aussi des questions de pertes et dommages, etc., qu'on fait face maintenant à un débat de blocs des pays industrialisés, dont on estime qu'ils s'en foutent pas mal, et des pays justement en développement qui ont besoin de faire des développement, mais qui comptent sur les financements. Mais M. Pofaré, au-delà de cette question, pensez-vous que les questions de financement sont suffisantes pour inverser la tendance du climat mondial? Alors, je vais répondre en 3 points. Et vraiment, c'est des sujets sur lesquels on travaille au quotidien. Donc, très clairement, j'ai envie de dire, on a les mains dans le cambouis, et donc là, on n'est pas dans une approche littéraire. Le premier point, l'adaptation. Ça a été quasiment depuis le début un des parents pauvres. Alors oui, dans l'accord de Paris, il y a un volet adaptation. Oui, dans le cadre des contributions déterminées au niveau national des pays en développement, ils ont le droit de mettre cependant d'adaptation. Ça, c'est une réalité. Mais la question d'adaptation est insuffisamment traitée. La question qui est le corollaire de l'adaptation, c'est la question du financement d'adaptation, qui là aussi est un corollaire insuffisamment traité. Les finances pour l'adaptation ne sont pas à la hauteur des besoins des pays en développement et notamment de l'Afrique. L'adaptation, je le rappelle, c'est comment prendre en compte la question climatique par rapport aux modifications qui vont être apportées. Mais telle qu'elle a été souvent prise en compte, l'adaptation, c'était comment nous, on va s'adapter à la situation. Aujourd'hui, l'adaptation devient aussi une source de réponse à ce que l'on appelle l'atténuation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on doit aussi adapter nos écosystèmes pour répondre à la contrainte climatique. Donc, je réponds, la question de l'adaptation est insuffisamment prise en compte.
Et aujourd'hui, il y a insuffisamment de moyens mobilisés. La question des pertes et des dommages, c'est encore un autre sujet qui est aujourd'hui au cœur de la COP27. Ça veut dire quoi les pertes et les dommages? C'est quand on considère qu'il y a une altération irréversible. Ça veut dire quoi? Par exemple, la montée des eaux. Ça veut dire aussi quand on va se retrouver, par exemple, à devoir avoir des populations qui se déplacent parce qu'elles ne sont plus en capacité de vivre ou de subvenir à leurs besoins parce que les écosystèmes sont dégradés. Ça veut dire, voilà, toutes ces questions-là qui, elles, appellent un autre traitement. Là aussi, je vais être très clair, même si aujourd'hui c'est au cœur du débat et il semblerait qu'on aille vers ce que demandaient d'ailleurs les pays en développement, à avoir la mise en place d'un fonds qui sera dédié, qui nous préoccupe quand même sur le niveau, les capacités de débourser et même la disponibilité des fonds. Quelque part, cette notion-là, elle est, j'ai presque envie de dire, éthique. Et elle s'associe à ce qui n'est pas dans le cadre des négociations, la notion de justice climatique. Ça veut dire quoi? Évidemment, moins on avance pour réduire les émissions, plus la responsabilité des émetteurs devient presque un élément juridique, puisqu'on le fait en conscience. Alors ça, c'est ma lecture, mon interprétation, mais c'est celle aussi que font beaucoup des coalitions d'acteurs avec qui on travaille dans le concret. Si on est au courant que nos émissions de trajectoire ont des conséquences irrémédiables sur les territoires et qu'on ne modifie pas suffisamment et qu'on n'accompagne pas suffisamment ces territoires, évidemment, la responsabilité elle est double. C'est plus la responsabilité historique de dire on ne savait pas trop, on a fait. Non, là, c'est une responsabilité consciente. Donc, on voit bien que ce sujet est très sensible. Et donc, je termine par le troisième point, la question du financement. C'est clair que ce n'est pas à la hauteur. Que ce soit pour l'atténuation, je rappelle, les pays industrialisés ont pris dans le cadre de l'accord de Paris de mobiliser 100 milliards par an. On n'y est pas. Sur les premières périodes, on n'y est pas. Et deuxièmement, on a souvent créé de la dette. Ce n'est pas du don, ce que demandaient beaucoup de pays. Ça veut dire quoi? Souvent, c'est dans des mécanismes, notamment le Fonds vert climat ou d'autres, on va faire une partie don, une partie régalienne du pays accueillant, qui peut trouver d'autres types de cofinancement, et une partie cofinancement avec des apports, souvent en dette. Et là, vous voyez bien que ce sujet-là, il est problématique. Parce que non seulement l'argent n'est pas au rendez-vous, mais l'argent coûte cher. On parle souvent de 1 euro de don équivalent à 6 ou 7 euros de dette. Tous les rapports nous expliquent que les besoins en financement au niveau des pays en développement sont significatifs. Mais prenons la dernière question que vous avez posée sur les pertes et les dommages. Vous avez compris que les pertes et les dommages, c'est comment on va accompagner les pays à répondre aux conséquences irréversibles du changement climatique. Alors, on a déjà des cadres de mesure, notamment le cadre de riposte de Sendai, qui justement répond à ces événements extrêmes en essayant même dans la reconstruction d'être plus durable. Et certains se disent, tiens, et si on s'inspirait de ce cadre? Là, c'est un peu différent, parce que là, on a des processus qui sont à la fois lents et qui peuvent être aussi à la fois des événements extrêmes. Et dans le cadre des pertes et dommages, qui est au cœur du débat ici à la COP27, l'idée, c'est de mobiliser de manière significative des fonds pour accompagner, par exemple, les processus d'inondation, les processus d'altération du cycle alimentaire ou autre. Mais là, on voit bien, et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la complexité pour les pays, c'est que, par exemple, quand je parle des inondations, je parle d'une ville qui subit une inondation. La ville, quand même, je vais l'accompagner à organiser mieux sa capacité à absorber, voire même à utiliser l'eau. Mais là, de rien, vous voyez bien qu'elle n'est pas simplement, elle, au cœur de la décision. C'est aussi le bassin versant, c'est aussi comment va être gérée l'artificialisation, la disponibilité des ressources. Et tous ces sujets-là vont être au cœur de la réalité de ce qui devra être mis en œuvre dans le cadre des mesures et réponses aux pertes et dommages. Merci, Monsieur Stéphane Poufouari, pour cette première phase d'échange. Je le dis, nous revenons sur ce sujet dans la prochaine édition de La Voix de l'environnement face à Raoula. Merci beaucoup.